L'Albatros. Nous sommes à bord du Santos, un des nombreux navires qui ont participé aux expéditions polaires dans les années 50. On se dirige vers les côtes du Groenland. La mer est chargée de petits icebergs. Il faut naviguer avec beaucoup de prudence. Si nous traînons trop par ici, nous risquons de nous faire coincer par les glaces. Commandant, avez-vous remarqué tous ces albatros qui nous survolent? À votre avis, ça peut faire combien d'envergure? À vue de nez, plus de 3 mètres. D'ailleurs, demandez au médecin de bord, le docteur Ménigaud. Il est passionné par ces oiseaux et il accumule une documentation sur eux depuis plus de 3 ans. Il vous donnera tous les détails. Justement, le docteur Ménigaud arrive sur la passerelle. Je crois que ce sont de très beaux spécimens qui nous rendent visite. Regardez ces ailes blanches bordées de noir. Croyez-vous qu'il soit possible d'en capturer un vivant? Pourquoi pas? L'équipage mis au courant se creuse l'esprit pour inventer un piège qui permette de saisir un de ces oiseaux merveilleux. Mais les marins le mettent en œuvre sans enthousiasme. Beaucoup d'entre eux sont bretons, et pour eux, l'albatros est synonyme de malchance. « Ça y est, commandant, nous en tenons un !» Le commandant Laméry jette un coup d'œil par-dessus le bastingage. En bas, dans les vagues, un albatros de bonne taille se débat en effet dans un filet où les poissons offerts par l'équipage l'ont amené à s'empêtrer. « Prévenez le docteur et hissez cet oiseau à bord. » Un vieux quartier-maître proteste en mâchonnant sa pipe. « On ne devrait pas prendre cette bestiole, il n'en sortira rien de bon. » Et discrètement, il fait un signe de croix avant de donner la main pour tirer le filet jusqu'au pont. Ménigaud se précipite pour examiner de plus près le bel oiseau, mais il ne peut s'empêcher de marquer sa déception. « Quel dommage, il est blessé. On dirait qu'il a une aile brisée. Bon, essayez de l'amener jusqu'à ma cabine, je vais m'occuper de lui. » Pendant quelques jours, Ménigaud prodigue ses soins au géant des mers. Il pose une attelle et lui donne lui-même les 3 repas par jour qu'il estime nécessaires à la survie du volatile. Cependant, il est un peu inquiet. Cette bestiole m'a l'air de filer un mauvais coton. Il devrait avoir plus d'appétit normalement. Et ses déjections me semblent bizarres, comme s'il y avait du sang. C'est étrange. Une aile cassée n'est pas un accident qui doive mettre sa vie en danger. Un des officiers du bord remarque en plaisantant. « Peut-être qu'il fait une dépression nerveuse. Arrêtez de dire des âneries. Non, ce que je crains, c'est qu'au moment de la capture, il n'ait reçu un choc. Peut-être souffre-t-il d'une hémorragie interne, ou du moins d'un hématome. Vous savez, les albatros sont toujours en mouvement. C'est peut-être tout simplement l'immobilisation forcée qui lui crée des problèmes respiratoires ou digestifs. » Le destin du grand oiseau semble pourtant fixé par les dieux. Un matin, Ménigaud, en rendant visite à son hôte, s'écrie « Oh, mais il est mort! Quelle déception! Moi qui comptais tellement l'observer vivant !» En effet, l'oiseau ne bouge plus. Peut-être le stress a-t-il provoqué une crise cardiaque? Ménigaud, pendant plusieurs jours, fait l'autopsie de son prisonnier, prend des mesures, des photographies. Il demande à des marins de l'aider en mettant l'albatros dans toutes les positions. Personne ne plaisante en exécutant ces petits travaux. Bon, maintenant, je ne peux plus rien en faire. Il n'y a qu'à rejeter sa carcasse à la mer. Le Gophic, tu veux bien t'en charger? Vous auriez pu choisir quelqu'un d'autre, maugréa l'homme. Enfin, plus vite on sera débarrassé de cet oiseau de malheur, mieux on se portera. Et voilà, quelques minutes plus tard, la grande carcasse raidie de l'albatros rejetée à la mer. Tous les marins disponibles regardent le corps sans vie flotter un moment au gré des vagues menaçantes. Quelques-uns font encore le signe de croix, à tout hasard. Le soir même, on n'y pense plus. Enfin, presque plus. « Commandant, vite! Il y a le quartier-maître, Manélec, qui n'a pas l'air d'aller bien. » « Prévenez le docteur. Qu'est-ce qu'il a exactement? Des douleurs dans le ventre.
Il transpire et il est d'une drôle de couleur. Dès qu'on en saura plus, j'essaierai d'alerter la côte par radio. S'il le faut, ils nous enverront un hélicoptère pour le récupérer. » Ménigaud, penché sur le pauvre Manélec, se sent bien incapable de diagnostiquer une quelconque maladie classique. « Vous avez peut-être attrapé un virus ? Vous étiez où avant de naviguer avec nous ? J'ai fait le tour du monde avec un céréalier, l'Afrique, l'Australie, le Canada, l'Amérique du Sud. Oh, que j'ai mal. Vite, docteur, faites-moi une piqûre, j'ai trop mal. » Malgré la piqûre administrée par Ménigaud, avant qu'un hélicoptère ait pu être envoyé, Manélec expire. « Je suis certain que c'est la malédiction de l'albatros, remarque un des marins. Allons, Châtrier, on est au XXe siècle. C'est de la superstition pure et simple. Superstition ou pas, Manélec est bien mort, et très rapidement, on procède à l'inhumation en mer. Simple cérémonie présidée par l'aumônier du bord. Le corps enveloppé d'un linceul glisse et va se perdre dans les abîmes sans fond d'une mer glacée. Le bateau, cependant, continue sa mission. On est là pour ça. Tous les jours, des relevés, des observations météorologiques, des prélèvements de glace. Même les poissons pêchés pour les repas sont examinés attentivement. « Commandant, le petit Verdier vient de tomber du haut du mât. »« Il y a du dégât ? » »« Ah oui, au niveau des jambes et du bassin. Il ne peut plus remuer. C'est qu'il a bien dégringolé de 10 mètres. » « Prévenez le docteur, mais ne touchez pas Verdier avant qu'il soit arrivé. Une fausse manœuvre et on peut condamner le pauvre gars à la chaise roulante pour le restant de ses jours. » Heureusement, Verdier est traité avec compétence. Pour lui, désormais, le reste de l'expédition se passera sur une couchette de l'infirmerie. Et dès qu'on touchera terre, il lui faudra passer quelques semaines à l'hôpital avant le rapatriement par avion jusqu'à Brest. Une nouvelle fois, les vieux loups de mer évoquent ce maudit albatros. Quelle idée d'aller capturer cet animal du diable, comme si on ne pouvait pas le laisser libre et lui foutre la paix. Chez nous, on dit que chaque albatros est l'âme d'un marin mort en mer. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas en avoir un à bord. C'est la guigne assurée. Après 3 jours de navigation sans histoire, le commandant a de nouveau du pain sur la planche. Il entend une explosion sourde qui provient des fins fonds du mer. « Qu'est-ce qui se passe en bas ? Pourquoi stoppe-t-on d'un seul coup ?» Depuis la salle des machines, le responsable lui répond. « Une des chaudières vient d'exploser. »« C'est grave ? » ?»« Plutôt, ça risque de nous immobiliser au moins 3 jours. »« En pleine mer ! C'est un coup à nous faire écraser par les glaces comme une coque de noix. Est-ce que quelqu'un a été blessé ? Le Divlek a le bras salement brûlé. » Et voilà le médecin-chef Ménigaud encore obligé d'affronter de nouveaux problèmes. Malgré sa douleur, Lady Vlek ne mâche pas ses mots. « Excusez-moi, mais tout ça est de votre faute. »« De ma faute ? Mais ce n'est tout de même pas moi qui ai fait exploser la chaudière. Enfin, ta vie n'est pas en danger. À ton âge, on récupère. » L'autre suit son idée. « En tout cas, si vous n'aviez pas eu cette foutue idée d'attraper un albatros, avez-vous remarqué que tous nos problèmes ont commencé quand on a rejeté sa carcasse à la mer ? Si encore il était resté vivant. Mais tuer un albatros pour un marin, c'est exactement comme s'il se tirait une balle dans la tête. Allons, un peu de calme. C'est simplement une mauvaise passe. Jamais 203. Dorénavant, et tout va aller bien. Je vais te donner un calmant pour dormir, sans rêver d'albatros. » Quelques jours plus tard, le commandant décide de faire escale à Egdesmende, un petit port de la côte occidentale du Groenland. Tout l'équipage est heureux de mettre pied à terre, de pouvoir communiquer avec la France. Et tous, sans le dire, espèrent que cette escale va interrompre le mauvais sort qui semble coller au navire depuis l'incident de l'Albatros. Le commandant Laméry, malheureusement, a la désagréable surprise d'apprendre que là-bas, en France, son épouse vient de perdre le bébé qu'elle portait depuis 5 mois. Lui aussi commence à se laisser impressionner par les superstitions des vieux marins. Hélas, la série des malheurs n'est pas close.
Au 3e jour de l'escale groenlandaise, alors que le navire est tranquillement accosté, un incendie éclate dans la cale. Tout l'équipage arrive au triple galop pour sauver ce qui peut l'être. C'est invraisemblable. Qu'est-ce qui a pu se passer? Tout était en ordre, les chaudières éteintes. Éteintes ou pas, le feu fait rage à l'intérieur du navire. Malgré tous les moyens mis en œuvre pour lutter contre le sinistre, les dégâts sont considérables. Le commandant Laméry ne sait plus trop quoi penser. Nous voilà coincés ici pour des semaines. Jamais je n'ai connu de campagne aussi malchanceuse. Pourtant, le pire reste encore à venir. Alors que les travaux indispensables ont commencé depuis 2 semaines, une tempête se déchaîne et le port disparaît sous un déluge de neige, de glace propulsée par des vents qui dépassent les 100 km/h. Toute l'activité du port est paralysée et chaque être humain reste calfeutré dans les constructions basses recouvertes de glace. Des messages radio inquiétants parviennent d'un chalutier danois, le Christiansen, qui a été mis à mal par la tempête et qui cherche à gagner le port. Le capitaine espère tout de même arriver par ses propres moyens. La capitainerie est en contact permanent avec lui. Soudain, les événements se gâtent. Nos machines sont bloquées, nous dérivons, nous ne contrôlons plus rien. Déjà, le navire danois est visible depuis la terre. On donne des ordres pour qu'un bateau des gardes-côtes essaye de le prendre en remorque et l'amène à bon port. Malheureusement, les dieux sont contre l'entreprise, à moins que l'âme d'un albatros mort n'intervienne. Le Christiansen, bien que le remorqueur soit parvenu à lui jeter un filin, est soudain soulevé par une lame de fond d'une violence extrême. Sous le choc de la lame et des multiples icebergs qu'elle porte, il rompt l'amarre qui était tendue entre le remorqueur et lui. La masse énorme du navire danois, telle une balle de fronde de plusieurs centaines de tonnes, pénètre d'un seul coup dans le petit port et va s'écraser contre la coque du Santos, qui coule immédiatement dans un glouglou sinistre. À sa place, inexplicablement, on retrouve, flottant sur l'eau, la carcasse d'un albatros mort.